Yo, salut tout le monde, c'est Fire4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo, review du chapitre 37 de Dragon Ball Super. Alors, comme vous l'avez vu, donc, je ne vous ai pas fait de live réaction ni de review du chapitre 36, parce qu'il y avait vraiment pas grand chose à raconter sur le chapitre 36. C'était l'un des plus mauvais chapitres de la série. Ce chapitre-ci a complètement rattrapé le tir, entre guillemets, puisqu'il est tout simplement excellent dans le très haut du panier, tout simplement, de Dragon Ball Super. Bon, je vais vous faire d'abord un petit récap vite fait du chapitre 36. Dans le chapitre 36, en fait, il y avait une chier de personnages qui sont sortis en 2-2, en mode rien à foutre, C18, Piccolo qui sont sortis en 2-2, t'as eu plein de membres de plein d'univers qui sont sortis en mode 2 spi comme ça, éliminés par l'univers 4 dans la grande majorité. Donc voilà, donc un petit peu abusé, un petit peu d'humour, mais un petit peu des trucs délirants, genre Rebrian qui est sorti en 2 spi aussi, alors qu'elle était quand même beaucoup plus puissante dans l'anime. Bon, après, c'est un personnage qui n'est pas du tout apprécié, donc c'est normal qu'il soit sorti vite fait, mais bon. Le truc où le bas blessait vraiment, c'était surtout sur la qualité, c'est-à-dire que les dessins étaient vraiment pas terribles, comparé à ce que Toyotaro nous avait habitué. On voyait vraiment que ça avait été rushé à l'arrache, genre il avait été malade, Toyotaro, et la dernière semaine, il s'est dit putain, j'ai plus qu'une semaine pour sortir mon chapitre, je vais tout rusher comme un grand morphal et sortir le chapitre. Donc voilà, on voyait vraiment que il y a eu un problème dans ce chapitre-ci, on ne sait pas ce que c'est. Hein. À mon avis, ça devait être un truc du genre Toyotaro a été malade, je sais pas, comme elle a dit chez Futaku, il s'est chopé la chiasse, j'en sais rien. Il a été malade genre pendant les 2-3 premières semaines du mois et il était vraiment trop malade, il savait pas travailler et après la dernière semaine, il a rushé comme un gros porc pour sortir dans les temps. C'est peut-être ça, et donc c'est pour ça que c'était aussi moche entre guillemets. Mais ici, ils sont donc considérablement rattrapés sur la qualité des dessins, que ce soit pour Golden Freezer ou pour les membres de l'univers 6, tout simplement parce que c'est surtout un épisode axé sur un combat entre l'univers 7 et l'univers 6. Alors, on va maintenant un peu s'intéresser au scénario, qui est d'ailleurs supérieur également à l'animé, alors que dans le chapitre précédent, l'animé était au-dessus, ce qui est un peu dégueulasse à signaler, puisque l'animé en général, tout le monde s'est mis d'accord pour considérer à la base que l'animé était inférieur au manga, et la semaine passée, ça avait été l'inverse. Voilà. Bon, ici, on est de retour donc dans le supérieur à tous les niveaux, et ça, c'est plutôt très cool. Donc, ce chapitre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Freezer qui attaque Caulifla au début. Donc voilà, il a envie de se friter contre une Saiyajin tout simplement. Donc il attaque Caulifla. Caulifla qui se fait d'abord défoncer le cul facilement par Golden Freezer dernière forme. Enfin par Freezer dernière forme, pas encore Golden Freezer. Donc elle se fait défoncer. Elle se transforme en Super Saiyan. Là c'est l'inverse. C'est elle qui défonce Freezer, même s'il essaie de faire des petites tactiques en utilisant ses pouvoirs de télékinésie pour sortir des espèces de murs de pierre et les lancer à la gueule, etc. Finalement, Freezer se fait poutré, on va dire, par Caulifla Super Saiyan. Même s'il se prend un Kamehameha, une espèce de Kamehameha, c'est pas un Kamehameha bien sûr, mais une grosse attaque d'énergie dans la gueule, il est légèrement blessé et tout. Voilà, Freezer est, on va dire, un petit peu en dessous de Caulifla Super Saiyan. Et là, donc, il passe en Golden Freezer. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, il va littéralement péter la tronche à Caulifla dans tous les sens du terme, donc il aura largement l'avantage. C'est là que Kale, qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressante ici que dans l'animé, elle n'a pas, on va dire, son caractère de petite gnangnan, ou même quand elle se frite contre une sous-merde, elle est en mode oh, touche pas. Donc là, elle occupe à se battre contre une membre de l'univers 4, qu'elle bat au final très facilement. Et elle a beaucoup de charisme, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au début, elle est en mode à peu près égalité avec. Voilà, on le voit. Puis en fait, elle se intéresse à Caulifla qui occupe à se battre, donc elle regarde même plus le combat que Claude fait, mais elle évite quand même les coups. Et au final, sans regarder, elle fait spouk spouk et elle sort la bonne femme de l'univers 4, qui est normalement sortie par Tortue Géniale dans l'anime, celle qui peut se transformer en ombre dans l'anime. Elle la sort en mode facile, comme ça, sans regarder. Pareil pour Kiabe, qui combat un membre de l'univers 3, là. Une espèce de gars, je crois, qui est sorti par Tonchin Han dans l'anime par Akiko, il me semble. Donc elle, enfin, Kiabe le sort très facilement également, sans trop vraiment regarder. Il fait un moment, il fait Spock et il le dégage aussi, pour aller également s'intéresser à Caulifla. D'abord, c'est Kill qui vient, et en fait, elle va utiliser sa vitesse pour frapper Freezer à différents endroits de son corps, sans que celui-ci s'en rende compte. C'est-à-dire, en fait, il va se prendre un coup, il va se retourner, what, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle sera déjà plus là, et Caulifla, du coup, va profiter pour l'attaquer. Et elle va faire ça 2-3 fois, elle va réussir 2-3 fois, et puis au final, Freezer va comprendre l'astuce, et il va les piéger toutes les deux, Caulifla et elle, et il va reprendre l'avantage sur le combat. C'est là que Kiabe va se ramener, tout simplement. Caulifla et Kiabe vont se battre contre Freezer, mais encore une fois, Freezer Golden Freezer aura l'avantage sur L2. C'est là que donc,
Kale, qui était cette fois resté en dehors du combat, va se mettre en colère. Kale qui ne semble pas avoir de transformation Super Saiyan à ce moment-là, elle ne s'était pas transformée avant le tournoi du pouvoir. Et là, boum, elle se transforme en espèce de forme légendaire. C'est pas encore vraiment sa forme légendaire, c'est plutôt son Super Saiyan, mais déjà cheaté, c'est-à-dire une forme intermédiaire entre le Super Saiyan Berserker et sa forme normale. Elle a déjà des espèces de yeux blancs, elle est déjà super braquée et tout, super puissante, mais elle n'est pas encore en mode berserkeuse. Là, elle va attaquer Freezer qui ne s'y attendait pas, et donc Freezer va perdre l'avantage contre Kale, tout simplement parce qu'elle aura un peu attaqué par surprise, parce qu'il ne s'attendait pas à l'avoir débarqué. Il va donc se faire péter la gueule, et au dernier moment où il allait sortir de l'arène, parce qu'il s'était fait vraiment prendre par surprise, Goku va intervenir pour le sauver, ce qui va mettre Freezer bien sûr en colère, qui va même frapper Goku en disant qu'est-ce que tu viens m'aider, espèce d'enfoiré et tout ça. Et c'est là que Kale, qui occupe à péter un cap, donc elle se transforme, elle devient un peu folie quand elle est dans cette forme, comme dans l'anime d'ailleurs, comme Broly entre guillemets, elle va commencer à passer en mode berserker. Et c'est là que le chapitre va se terminer, donc sur une transformation en Kale en mode berserker. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Donc, une transformation de Kale en mode berserker, qui va dans le chapitre suivant se friter contre Goku et Freezer, du moins normalement, à moins qu'il fasse une ellipse et qu'il monte d'autres combats et qu'on revienne là-dessus après. Mais je pense qu'on va s'intéresser à ça à la fin du chapitre suivant. Donc voilà, c'était un chapitre full baston très intéressante. Au final, il y a eu très peu de sorties dans ce chapitre. Donc là, on voit qu'il a peut-être enfin sorti les personnages entre guillemets inutiles et qui peut un peu se concentrer, Toyotaro, sur les combats intéressants qui vont donc durer chaque fois au moins un ou deux chapitres. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça va un peu, à mon avis, niquer les théories comme quoi dans 6 chapitres, ça devait être impérativement fini en novembre. Voilà, que le bazar allait être rushé en 300 pages. Non, à mon avis, ici, il reste encore une chier de personnages à sortir. Je pense pas que Kale va se faire sortir en 2 speeds. Donc voilà, chapitre suivant, ça va tourner encore assez long. Il y a encore une chier de personnages dans l'univers dans l'univers 11, pas 10. Il y a encore des personnages dans l'univers 2, encore des dans l'univers 4, encore un dans l'univers 10, t'en as encore un bon paquet dans l'univers 6 d'ailleurs, t'en as encore un paquet dans l'univers 7, t'en as encore un bon paquet dans l'univers 3. Donc je pense qu'à mon avis, il y a encore au moins une dizaine de chapitres. Et ça c'est plutôt cool, surtout qu'il faut encore faire le combat final contre Jiren, et ça va pas être torché en un chapitre. Donc voilà, au moins une dizaine de chapitres de allez, 45 pages, donc au moins encore 450 pages, voire peut-être un peu plus, voire peut-être 500 pages, pour finir l'arc tournoi du pouvoir. Donc ça c'est plutôt cool, ça va nous porter à peu près au chapitre, enfin au tome 10, 9, plutôt 10, 10 même sûr, même début du 11, de Dragon Ball Super. Et ça c'est plutôt cool avant d'enchaîner sur Yamoshi. Après donc certaines personnes vont dire ouais mais ça veut dire que l'animé ou du moins le film va à nouveau prendre de l'avance sur le manga et donc que l'animé sera moins bien que le manga parce qu'il aura pris trop d'avance et blablabla. J'ai envie de dire on s'en fout, les deux sont différents, les deux font des trucs différents. Toriyama lui-même a dit que l'anime et que le manga prenaient deux embranchements différents et que c'était entre guillemets deux univers parallèles. Donc l'anime peut très bien expliquer le scénario Yamoshi par Pierre, Paul et Jacques qui débarquent en premier, et le manga peut bien expliquer le truc avec Raditz et Nappa qui ressuscite, on s'en fout. Voilà, une espèce de délire. Ils peuvent expliquer ça comme ils veulent, du moment que les grandes lignes du scénario sont respectées, voilà, comme ça a été dans le tournoi du pouvoir justement. Et ça, c'est respecté, donc voilà. Donc je m'en fous un peu, moi, les deux sont bons, et ça permet de pas voir la même chose, c'est-à-dire que tu regardes l'animé ou le manga, t'as pas l'impression de voir le même truc, et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc pour moi c'est un bon point. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu, salut tout le monde, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye bye.